Quand le gendarme me dit ça, il se passe un switch dans ma tête, dans mon corps. Je tremble plus. Il y a plus de crise d'angoisse. Il y a plus une larme qui a envie de sortir de moi. Il y a ma tête, elle fonctionne à 100 à l'heure. Je me dis là, il faut qu'il parte avec moi en fait. Là, il y a pas d'autre solution. One, two, three, four. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! À un peu plus de 20 ans, Tiffany s'est retrouvée face à des responsabilités qu'on ne devrait jamais avoir à cet âge-là. Du jour au lendemain, sa vie légère de jeune adulte s'est transformée en un quotidien fait de décisions à prendre, de papiers à signer et d'un enfant à protéger. Et pourtant, elle n'a pas hésité, pas une seconde. Portée par une détermination hors du commun, elle a avancé sans se retourner. Bienvenue dans un épisode bouleversant, intime et incroyablement lumineux. Aujourd'hui avec Tiffany, nous allons parler de ce coup de fil tant attendu du procureur qui change la donne, de nu passer à sécher les larmes d'un enfant tout en refoulant les siennes, et d'un permis moto pris presque comme un cri de liberté. Bonjour Tiffany, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci à toi de m'accueillir ici. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. On va découvrir ton histoire qui est à la fois si touchante et c'est tellement une histoire de petite voix que tu as incarnée. On va l'entendre, mais peut-être qu'avant de commencer, on peut poser un peu le décor. J'ai envie de te poser une question que je pique à un de mes podcasts chouchou, que tu connais toi aussi, tu me disais, qui s'appelle Bliss, qui parle d'histoire de femmes et de maternité. Et elle pose souvent en intro cette question-là à ses invités: de qui est composée ta famille, Tiffany? Alors aujourd'hui, moi, je vis en Alsace et dans ma famille, du coup, on est 5 à la maison. Donc, il y a moi, mon mari, Tanguy, mon petit frère, Charlie, qui a 15 ans, mon fils, Maë, qui a 7 ans, et ma fille, Amy, de 5 ans et demi. Bon, peut-être que déjà, que rien qu'à ça, on peut se dire, tiens, il y a quelque chose d'intéressant à nous raconter avec l'histoire de ton frère qui vit, de ton petit frère qui vit avec vous. Et c'est effectivement cette histoire-là qu'on va raconter, comment il est arrivé en fait sous votre toit. Mais quand même, avant de parler d'un jour de bascule particulier, qui était le 1er février 2015, si je dis pas de bêtises, est-ce qu'on peut juste remettre un petit peu de contexte? Qui étais-tu ce jour-là? En 2015, ou en tout cas dans ces eaux-là, j'ai 22 ans. Je viens de finir ma licence en ressources humaines et j'ai trouvé un premier CDD où je remplaçais ma chef qui était en congé maternité. Donc déjà, j'avais un poste super intéressant avec déjà des responsabilités. J'étais fière. Je viens de prendre mon appart, je viens de changer de voiture. J'ai un petit copain à l'époque aussi. J'aime faire la fête. Tous les samedis soirs, je suis dehors avec mes copines. Je sors beaucoup, je vois beaucoup des gens. Enfin voilà, la vie d'une jeune fille de 22 ans qui commence à avoir un peu d'argent et qui en profite un petit peu. Dans ma tête et dans mes baskets, je suis bien en tout cas.
Bon, donc là, c'est un peu le contexte, dans lequel, en fait, tout va basculer. Est-ce que, tu peux me dire, ce qui se passe ce dimanche 1er février 2015 quand tu vas recevoir un appel qui va tout, changer? Oui, ben, justement la veille, j'étais sortie, j'étais allée en boîte, j'étais rentrée à 5 heures du mat. Donc le dimanche, clairement, je suis en pyjama, je regarde des séries, je suis en train de retaper un vieux coffre en bois, c'est mon moment où je vais juste rien faire et avoir un dimanche, vraiment cocooning. On s'imagine bien la télé, les canapés et le chocolat chaud. Et finalement à 16 heures, je reçois un appel, de mon père, qui me dit tout de suite: «Je te passe quelqu'un». J'entends déjà dans sa voix quelque chose de grave. Et au final, il me passe, je pense que c'était l'infirmière, du SAMU, qui me prévient en fait qu'elle est, chez ma mère et que ma mère vient de décéder. Et donc là, ce moment dure, peut-être 30 secondes, hein, d'appel, hein, ça se passe très, très vite. On me demande de venir parce qu'il y a mon petit frère justement, Charlie. Donc on me dit: «Ben voilà, votre maman, vient de décéder, elle est à la maison, votre papa est là». Mon père, qui est séparé de ma mère, mais en bons termes, et mon petit frère qui n'est pas le fils de mon père, c'est un OK. demi-frère. Voilà, ça fait un peu beaucoup, c'est un peu peut-être, ambigu, mais ces personnes-là sont sur le lieu, du drame, c'est-à-dire, dans l'appartement de ma mère qui, est apparemment, décédée sur le canapé. Si je comprends bien, ta maman à l'époque, elle n'est pas âgée? Alors bien sûr qu'elle était jeune, enfin elle avait 43 ans, on avait, Mmh. 20 ans d'écart, hein. C'était très brutal. En fait, elle était, alcoolique, donc depuis des années, c'était pas du jour au lendemain, c'est une maladie, mais à aucun moment je m'imaginais qu'en fait à 43 ans, on pouvait en mourir. C'est pas l'alcoolisme, comme les clichés qu'on peut avoir, où c'est vraiment, le chaos. Enfin ma mère, des fois, il y a des gens, elle savait pas qu'elle était alcoolique. Vous voyez? Il y a le OK. contexte à la maison. Moi, je savais qu'elle avait ce penchant-là parce que son passé fait OK. Enfin voilà, elle avait une vie quand même un peu difficile et je pense que c'était son refuge pour elle. À aucun moment j'osais imaginer l'ampleur que ça pouvait avoir, dans elle et sur sa santé surtout. Quand on m'appelle pour me dire que, votre maman est décédée, la première question que j'ai demandé, je dis: «Est-ce que c'est à cause de l'alcool?» Comme s'il fallait que je trouve, tout de suite, Ah! un coupable en fait à ça. Première chose que je fais, je ne me rappelle pas si je me mets à pleurer, mais je crois qu'il y a même presque aucune larme qui sort, je suis juste sidérée et je commence à faire une crise d'angoisse. C'est les crises de spasmophilie qui m'arrivent, depuis toujours. C'est mon moyen de que mon corps a de réagir, en fait, quand j'ai un gros stress. Donc mes muscles se tétanisent, je commence à hyperventiler, je n'arrive plus du tout à respirer, mais je sais comment m'en sortir toute seule parce que j'ai l'habitude. Donc voilà, je vais prendre mon sachet congélation, je me mets sur le nez, j'essaie de faire des grandes respirations et il faut que je m'habille parce que je suis toujours en pyjama. Et ça aussi, c'est un détail, ou peut-être pas, mais en tout cas, je prends soin de choisir mes habits. Je Oui. me rappelle exactement ce que j'ai mis parce que c'était mes habits préférés du moment, il y a 10 ans et comme si finalement je devais me faire belle pour aller voir ma mère une dernière fois. Et avant de partir aussi, un autre détail, je fais quand même un petit tour à la salle de bain parce que, en fait, je me suis même pas laver les dents, en fait. Je sais pas quelle était mon hygiène du jour, mais ça devait pas être folichon et je me regarde dans le miroir et en fait, quand je me regarde, là, je me mets à pleurer. Je me reconnais pas. J'ai l'impression que je suis, livide, en fait et je fais un geste que je fais jamais, c'est que je me mets la tête au-dessus du lavabo et je me mets de l'eau dans le visage comme ça avec les mains et ça, je déteste ça. Même aujourd'hui, vous me verrez jamais mettre de la tête sous l'eau, sous la douche ou à la piscine. Je déteste ça et en fait, je sais pas, je pense que c'est que il fallait que je ressente quelque chose de sensation physique pour me dire: «Eh oh, c'est bon, tu es réveillée en fait, c'est la vraie vie», et à Mmh. partir de là, je suis partie, j'étais clairement pas en état de conduire, pour aller chez ma mère. J'avais encore mes muscles presque tétanisés, des sanglots, enfin le trajet, heureusement que c'est pas loin, mais clairement, je pense que j'étais un danger public, en fait. Heureusement que le dimanche soir à 16 heures, il y a pas grand monde sur la route, mais vraiment, je me concentrais, pour respirer, pour regarder devant moi. Je me disais encore les leçons parce que l'auto-école, à ce moment-là, c'était pas si loin pour moi et je me rappelais encore mon moniteur à côté: «Regarde droit, regarde des rétros, regarde où tu vas, mets ton clignot», comme si je devais vraiment me concentrer à l'extrême pour pas sombrer ou pour pas, je sais pas, faire un malaise. Donc ma mère habitait dans un immeuble où c'était une sorte d'impasse avec plusieurs immeubles, quartier très, très sympa. Il y avait, des véhicules de gendarmerie, des Mmh. véhicules de pompiers, l'ambulance, beaucoup, beaucoup de monde.
C'est une impasse qui est très, très calme. En plus, tous les voisins se connaissent. C'est normalement, il y a pas du tout ce décor, là et là, c'est le chaos. Là, je me dis: «Mais il y a c'est pas possible, il y a trop de monde» et j'apprendrai plus tard, finalement, que pourquoi il y a autant de monde. C'est parce qu'en fait, il y avait, mon petit frère, Charlie, 5 ans à l'époque, mineur et du coup, c'est ce qui nécessitait, la venue de la gendarmerie pour emmener l'enfant. Donc catastrophe. Puis je vais, dans l'immeuble, je monte au premier étage, je retrouve mon père, du coup, qui est là et déjà, je lui demande, je lui dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» Et il me dit que ma mère, le matin même, lui avait demandé de s'occuper de Charlie parce qu'elle se sentait pas bien. Alors Ah, déjà, ça me met un peu la puce à l'oreille. Je me dis: «C'est bizarre qu'elle ne m'ait pas appelé moi» puisque, enfin, d'habitude, c'est moi qui m'occupe de Charlie, j'ai l'habitude. Après, elle savait sans doute que je sortais la veille et que je préférais dormir, mais bon, c'est pas grave. Finalement, je zappe, vite cette idée et je vois Charlie aussitôt qui sort de l'appartement, hyper content de me voir, comme si ça ah, faisait des années qu'on s'était pas vus, alors que, voilà, il est super content, il me saute dans les bras, c'est la fête, il y a du monde. C'est brutal de me dire: «Mais en fait, il sait pas». Les pompiers, gendarmes l'ont préservé le temps que j'arrive ou voilà, mais en tout cas, il sait pas. Il est content d'être avec moi et tout de suite, je le prends dans mes bras, je lui dis que maman est malade, qu'elle va pas bien, qu'il va devoir venir avec moi à la maison ce soir. C'est la fête. Pour lui, c'est la fête. Il est trop content. Il dit: «Ah, je vais venir avec toi, c'est trop cool, je dors chez toi». Je dis: «Bah oui, tu viens» et à ce moment où je lui dis qu'il va venir avec moi, sans doute qu'il y a, je sais pas comment on peut l'appeler, mais le gendarme en chef de tous ses collègues qui entend ça et qui me prend à part parce qu'en fait, il me dit que ça va pas du tout se passer comme ça. Je peux pas repartir avec l'enfant et je lui dis: «Mais c'est pas possible, déjà pourquoi on m'a fait venir? Si ce n'est autre que m'occuper de mon frère» et il me dit que c'est pas qu'il me croit pas, mais c'est qu'il me connaît de nulle part et que en fait, je suis finalement que sa sœur. Je suis majeure, mais je suis pas un parent, donc je peux pas repartir avec lui. Quand le gendarme me dit ça, il se passe un switch dans ma tête, dans mon corps. Je tremble plus. Il y a plus de crise d'angoisse. Il y a plus une larme qui a envie de sortir de moi. Il y a ma tête, elle fonctionne à 100 à l'heure. Là, il faut qu'il parte avec moi, en fait. Là, il y a pas d'autre solution et vraiment ce switch, c'est comme s'il y avait, 2 Tiffany, quoi. La Tiffany, qui était choquée, mais là, maintenant, elle est plus choquée. Maintenant, là, il y a un seul objectif, c'est je pars pas de l'appartement sans mon frère, en fait et j'ai cette obsession en tête et c'est ce que je vais essayer de faire comprendre aux gendarmes pendant très longtemps pour qu'il accepte en fait, parce que c'est pas lui qui a la main sur ça. Lui, il respecte une mmh. procédure et ils étaient merveilleux, hein, vraiment, hein, j'ai un très bon souvenir de tout le personnel qui était là à ce moment-là. Mais lui, la procédure, c'est d'emmener l'enfant en pédiatrie et advienne que pourra, dans les prochains jours, quelqu'un d'autre s'en occupera et cetera. Mais je me disais que s'il allait partir, je sais pas comment je vais le récupérer. Mon obsession, c'était repartir avec lui. J'étais très polie, très courtoise, très souriante, mais en même temps ferme. Faut lui expliquer qu'en fait, ben, la seule option pour Charlie, c'est moi, c'est la meilleure qu'il ait et que pour son bien-être, c'est important qu'il reparte avec moi. Et finalement, le gendarme a accepté d'appeler le procureur. C'est lui finalement qui pouvait, bah, OK. donner l'accord. On a attendu très longtemps avant que le procureur, donne son accord. Ils ont enfin, tout ça, ça a duré en fait 4 heures. 4 heures où je suis, dans le froid d'hiver avec, ces gendarmes qui sont au bout du fil, où j'attends, où du coup Charlie a été mis, dans l'ambulance des pompiers, OK. pour l'occuper en tout cas, donc il était, au chaud et l'attente était interminable en fait de savoir si comment ça allait se passer, quoi. Comme dit, à ce moment-là, j'ai 22 ans, je n'ai aucune idée de tous les tenants et les aboutissants d'une telle, Bah oui, procédure, mais de ce que j'ai en tête à ce moment-là, moi je me dis: «Il est orphelin». C'est, ouais. foyer, orphelinat, maison d'accueil, enfin tout ce qu'on peut entendre en fait de ces enfants malheureusement qui sont placés et leur vie est pour la plupart est, dramatique et je voulais surtout pas ça pour lui. En fait, je voulais que dès le début, je puisse, ouais, le garder près de moi, le protéger et en fait, je sais même pas si c'était vraiment un choix que j'ai fait. Pour moi, c'était juste, en fait, normal. C'est la suite, en fait. Maman, elle est plus là, ben, la suite, c'est moi. Les gendarmes finissent par, avoir la validation du procureur, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Finalement, il doit être 20 heures ou 20h30. Ça y est, on a, l'aval, du juge. À ce moment-là, on prend, du coup la route, en direction de mon appartement. Mon père m'accompagne, c'est lui qui me ramène même, je crois pour, conduire. J'ai OK. dû laisser ma voiture Oui. là-bas, je me rappelle plus trop, mais je me rappelle qu'on revient du coup dans mon appartement. À ce moment-là, j'avais un 2 pièces, et avec un sac d'habits à Charlie et un sac de jouets. Donc j'ai 2 sacs de courses dans mon salon et un canapé qui va du coup se servir de lit, à Charlie, au début et à ce moment-là, on rentre. Je me rappelle d'être au milieu du salon. Charlie vient de s'endormir, ou en tout cas, il est
fatigué de sa journée, mais il se rend toujours compte de rien ou en tout cas c'est ce que je pense. Il s'endort sur le canapé et je me retrouve là avec mon père. Il y avait mon chéri d'à l'époque aussi à ce moment-là, on est tous les 3 au milieu du salon et la seule chose que je me dis, je dis: «Mais comment je vais faire maintenant?» C'est le fait d'être de nouveau chez moi, mais avec un enfant et là, j'ai peut-être réalisé que les 4 heures qui viennent de s'écouler étaient vraiment, il y a eu un switch dans ma vie, c'était vraiment dur. Dans ce moment-là, où tu te retrouves avec cette responsabilité Mmh. immense, on voit à quel point tu occultes complètement, ta peine. Enfin, tu as quand même perdu ta maman, toi aussi? Ouais, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, Aveline, parce que je crois que je ne songe pas du tout à ça. Vraiment, que ma mère soit décédée, c'est occulter mon esprit. Je pense qu'il fait exprès pour me protéger, de dire: Mmh. «Bah, en fait, c'est pas le moment de t'occuper de ça. Là, il y a l'urgence. L'urgence, c'est d'avoir Charlie, mais de manière officielle maintenant avec toi». Parce que, OK, il est là, on est dimanche soir, il est à la maison, mais en vrai, il y a rien qui prouve qu'il a le droit d'être avec moi, à part juste le Ah oui. procureur qui a dit oui. Sans doute que c'est écrit quelque part, mais j'en sais rien. Et l'urgence, c'est de l'avoir avec moi, de manière officielle et de m'occuper de lui et de trouver du coup, ben, comment faire pour s'occuper d'un enfant à 22 ans, alors que je travaille, hein. Lui, il va à l'école, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place et ça, c'est mon urgence. Et le côté deuil de ma mère, alors ça mettra du temps à venir après en moi. Mais quand ça Mmh. viendra, ce sera quand même violent, hein. Ce que j'entends, c'est que tu es aussi plongée, très, très vite dans quelque chose de très logistique, de papier, des gestions du quotidien avec un enfant. Enfin, j'imagine aussi il faut gérer, l'enterrement de ta maman, non? Est-ce qu'il y a tout ça qui te tombe dessus à ce moment-là? Complètement. Ben, les personnes qui ont déjà eu affaire du coup à quelqu'un qui est décédé, à un deuil, savent combien la charge administrative est dingue quand on perd quelqu'un et du coup, ben, cette charge m'incombait à moi. Enfin, c'est moi qui me suis occupée de toute la partie administrative déjà juste d'elle, de ma maman, c'est-à-dire, résilier ses contrats, téléphoniques, résilier le bail de l'assurance habitation, du logement, mais en plus l'enterrement parce que ma maman avait coupé les ponts avec ses parents à elle, avec mes grands-parents que j'ai jamais vraiment connus, je les ai connus, juste avant l'enterrement, finalement. J'ai quand même dû, aller, enfin, voir dans quel, cercueil on allait mettre ma mère, quoi. C'est terrible et donc lundi matin, j'emmène Charlie à l'école, j'avertis la directrice de ce qui se passe. Charlie n'est toujours pas au courant de que notre maman est décédée et parce que là, il faut que je m'occupe de l'enterrement. Donc la première semaine est occupée à aller aux pompes funèbres, préparer, l'enterrement, commencer déjà à récupérer des affaires chez ma mère, dans son appartement. J'ai quand même mon père qui est quand même présent pour moi, qui va OK. beaucoup s'occuper de Charlie. Il était vraiment présent, pour, ce côté baby-sitter, mais qui faisait Mmh. beaucoup de bien à Charlie parce que Charlie, même si c'est pas son père, mon père avait une sorte de figure, un peu paternelle pour Oui. lui et il l'aimait bien. Donc de ce côté-là, il m'a beaucoup déchargée et mon père et mon petit frère, mon autre petit frère, sont occupés de vider l'appartement que j'étais, incapable de faire. Quand j'y suis allée pour récupérer juste le carnet de santé, et des albums photos, que j'ai glissés sous mon bras, c'était déjà trop. J'arrivais pas C'était trop dur de mettre, tout l'appartement dans des sacs et donner et cetera donc ils étaient enfin vraiment je les remercierai jamais assez pour avoir fait OK. ça parce que clairement j'en étais pas capable, je sais pas comment j'aurais fait seule. Mais après pour toutes les démarches administratives, j'étais toute seule. Est-ce que déjà tu avais, un côté presque maternant pour elle et tu prenais, certainement plus de responsabilités qu'une jeune femme de ton âge dans ta relation à ta maman? On avait une relation qui était, mère-fille, mais c'était plus, copine-copine. OK. On était très fusionnels. Des fois, effectivement, c'est moi qui étais plus sa maman que l'inverse Mmh. parce que, il y a des soirs où, elle buvait trop et se gérer elle-même, c'était déjà difficile. Donc je me gérais moi-même, je me faisais à manger, je m'occupais de mon autre frère, quand il fallait et surtout quand Charlie est né, j'avais 17 ans. À ce moment-là, c'est moi qui me levais la nuit pour m'occuper de lui parce que ma mère, elle l'entendait pas, souvent parce elle avait trop bu la veille, ou, voilà, c'est moi qui l'emmenais sa première rentrée, par exemple, c'est moi qui l'ai faite avec lui. C'est moi qui l'ai emmené au parc, qui voilà, je faisais beaucoup de choses pour lui. Là où finalement ma maman faisait un peu défaut parce qu'elle était dans sa bulle qu'elle s'était Mmh. construite, elle, pour se protéger de tout ce qu'elle avait vécu. Donc, elle était dans son monde qui était des fois, ben, déconnecté de la réalité. Là où moi je la ramenais un petit peu dans le présent ou en tout cas j'essayais déjà à l'époque, donc avant d'avoir Charlie, de protéger Charlie de ça et de lui dire qu'en fait la vraie vie, elle est pas juste, à la maison avec maman. Il y a tout un monde à l'extérieur à découvrir.
Est-ce que tu peux nous dire, comment elle s'appelait pour lui Ouais, donner ouais, elle s'appelait Laurence. Mais ouais, ma mère, c'est mon tout, c'est mon monde, ouais, c'est ma meilleure amie, ma confidente, ma maman, enfin, c'était tout pour moi. là, on a évoqué le lien que tu avais à ta maman, mais quel était ton lien à Charlie? Est-ce qu'il était aussi fort que, celui que tu avais à ta maman? Ouais, complètement. À Charlie, alors déjà quand ma mère m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai 17 ans et que le père déjà il s'est barré, je Ah me dis: oui? «Oh là OK, là, l'horreur, c'est pas possible, elle peut pas être enceinte, c'est pas possible». J'ai vraiment très mal pris. Je OK. pense qu'elle attendait, quand quelqu'un nous annonce sa grossesse, on: Beh oui. «Félicitations, c'est génial». Oh là là, je l'ai pas du tout félicité, hein, je l'ai vraiment mal pris. Je dis: «C'est pas possible», en fait, je sais pas si je lui en voulais parce que elle avait jamais caché son désir d'avoir un troisième enfant. Elle le voulait et c'était vraiment un enfant qui était voulu. Le père absent, non, mais bon, le fait est qu'elle était super contente d'être enceinte. Ma petite voix me disait, «Mais en fait, elle a des problèmes, avec l'alcool. Ouais. Ça va pas avec la grossesse, ça va pas Ben, ensemble, en fait». Déjà là, je me dis: «Maman, mais tu sais qu'il faut arrêter de boire déjà quand on est enceinte». Déjà là, c'était devenu conflictuel. On a une relation ah, très fusionnelle, mais c'est devenu plus conflictuel parce que déjà, j'ai mesuré l'ampleur que ce que ça allait être d'avoir un autre être humain beh dans oui. cette maison. Donc au final, cet enfant est né et à partir de là, c'était Charlie quoi, c'était mon petit Charlie. Mmh. Aimé déjà d'amour plus que tout et j'avais un rôle de grande sœur, mais avec tous les bons côtés qu'on peut avoir quoi. Tout, m'occuper de lui, le câliner, faire des blagues, le faire rire. Pendant 4 ans, on est vivait tous les 3 chez elle, donc on était un trio de 3 personnes ultra fusionnelles, donc Oui, voilà. c'est drôle comme quand tu en parles et de ce qu'avait créé ta maman, on voit vraiment, une bulle où, peu de personnes pouvaient rentrer et puis, vous étiez bien juste vous, en fait, vous n'aviez besoin de personne d'autre. Ouais, c'est ça, c'était comme si c'était son monde imaginaire, sa vie parfaite, qu'elle se créait là, et donc avec Charlie, très, très fusionnel. C'est aussi pour ça que quand je lui ai dit le 1er février: «Ben, tu viens dormir à la maison», bah oui, avec plaisir. Même quand j'avais pris mon appartement 1 an avant, en général, je le cherchais une fois, un soir dans la semaine quand je finissais OK. tout. Donc après l'école et je le cherchais, il mangeait à la maison et je le ramenais vers 20h pour qu'il dorme et tous les week-ends. Il dormait pas toujours à la maison parce que comme dit, j'aimais bien sortir et Bah voir oui. des amis, mais soit le samedi, soit le dimanche, on passait la journée ensemble et c'était rien de fou, mais c'était juste ma vie que je faisais avec lui. Donc si je reviens maintenant à ces premiers jours-là, tu l'as dit, jusque-là, Charlie n'est pas au courant du décès de sa maman. Est-ce que c'est à toi, de lui annoncer? Comment ça va se passer? Alors oui, ça va être à moi de lui Oh, annoncer. Déjà parce que j'avais pas envie de déléguer cette tâche. C'est moi qui dois enfin ça aussi, ça me semblait évident, s'il doit l'apprendre de quelqu'un, c'est de moi. Donc l'enterrement était le vendredi. Je savais déjà qu'il n'y participerait pas parce que j'avais déjà du mal à concevoir d'enterrer ma mère et de me gérer moi-même. Alors gérer un enfant de 5 ans et ses larmes et son deuil, trop dur pour moi. C'était mmh, une décision difficile à prendre. Mais là, il fallait que je me protège aussi moi. Donc je me disais quand même que la nouvelle allait se répandre vite et si c'est pour qu'il apprenne de la mmh. boulangère ou par un parent d'élève qui vient chercher son enfant, impossible d'avoir, ça se passe comme ça. Je crois que j'ai attendu le mercredi soir et j'ai remué, dans ma tête la tournure de phrase Eh adéquate. oui. C'était difficile et finalement je me suis dit: «Allez, je lui mets un coup de pied aux fesses». On était du coup mercredi soir, je me rappelle que j'étais en train de lui faire de la place dans mon armoire et qu'il me demandait en fait, pourquoi je fais de la place à s dormir à la maison, il avait un petit sac et on rentre et j'ai trouvé que c'était le bon prétexte Oui, pour lui dire parce que ça faisait lien et oui. donc on était tous les 2. J'étais accroupie par terre, enfin on était en train de ranger dans une commode en bas, donc je crois qu'on était assis tous les 2 par terre et je lui dis: «Écoute Charlie, tu vas maintenant, passer plusieurs nuits ici, beaucoup parce qu'en fait, tu pourras pas retourner chez maman parce que, elle est montée au ciel». Pour moi, c'était plus simple à ce moment-là d'utiliser une expression Ouais. imagée. Déjà à dire comme ça, je ravalais mes sanglots, hein. Vraiment, Bah j'avais oui, les yeux bah bien brumeux, sûr. je me dis: «Là, faut pas que je craque» et je vois qu'il capte pas. Capte pas, donc Ah, et bon, alors je vais faire autrement. Je dis: «Écoute Charlie, maman elle était très malade, elle allait rejoindre les anges, on la reverra plus». Rien. Là, à ce moment-là, j'ai les larmes qui commencent à ah, rouler sur mes joues. Je me dis: «Non, mais alors là, de toute façon, c'est simple, hein, l'image, ça fonctionne pas.
Les enfants, de toute façon, ils comprennent, les vrais mots, donc je lui ai dit: «Maman est morte». Et là, il me regarde avec ses grands yeux, en plus, c'était des grands yeux brun foncé, presque noirs et des cils vertigineux et il me regarde: «Elle est morte?» Et là, il est sidéré et je me mets à pleurer et je lui dis: «Oui, Charlie», et il me prend dans ses bras. Je dis: «Pleure pas, c'est moi qui pleure». Et en fait, c'est lui qui me réconforte. Je vois qu'il a compris que quelque chose de grave s'était passé, sans en mesurer le caractère irréversible, forcément. Mais il pleure pas tout de suite et du coup, je vais discuter avec lui. On va lui expliquer que voilà, il va vivre là, que je vais, lui acheter un lit, que je vais essayer de lui faire un endroit pour lui. Il va commencer lui réellement à prendre conscience de ça, je pense, peut-être seulement, 2-3 jours après. Et ça va mûrir dans son cerveau en fait, mais il fallait qu'il y ait quand même que ça sorte de ma bouche en fait. Et ce deuil, différé, c'est vrai qu'au début, on a une période où c'est lui qui est plus dans me rassurer parce que je suis à ce moment-là pas triste, enfin si triste d'avoir perdu ma mère, mais triste de tout ce qui m'arrive et de la charge mentale qui se joint à moi. Et c'est lui qui est là pour moi, pour me rassurer, pour me faire des câlins, pour me parler, pour, me faire acheter des boîtes de Lego pour qu'on construise des trucs. Je pense qu'on avait besoin de construire quelque Mmh. chose et c'est vrai qu'à ce moment-là, on faisait beaucoup, beaucoup de Ah Lego. oui? On avait envie de construire ce qui a été déconstruit chez nous. Et à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, c'est lui qui est plus présent pour moi. Et quand quelques jours après, quelques semaines après, il va vraiment mesurer que là, notre maman est partie, on la reverra plus. Là, c'est son deuil à lui que je vais devoir Mmh. gérer, mais il y a toujours un laps de temps qui s'écoule. Il a toujours eu ce côté un peu protecteur envers moi, tout comme je pouvais l'avoir envers lui. Et Mmh. là, 10 ans après, il l'a toujours. Ce qui va se passer dans les semaines qui vont suivre, même après l'enterrement, toi, tu es toujours dans ce truc de, il me faut, la garde de Charlie, en fait. Comment ça va se Exactement. passer? Alors ça va me paraître extrêmement long pour moi, mais en fait, ça va pas l'être tant. Finalement, les semaines qui vont passer, je vais, avoir la visite, d'infirmières, d'assistantes sociales. Je vais emmener Charlie à divers, médecins, pédiatres, dentistes, pour vérifier qu'il est en bonne santé, que je m'occupe bien de lui. Moi, je ne le sais Mmh. pas encore, hein. Tous ces rendez-vous, c'est comme si j'ai des personnes qui viennent à l'improviste à la maison, comme les Ah! infirmières, assistantes sociales. Je me dis: «Bon, ben, c'est normal, c'est la procédure», voilà. J'ai le pédiatre ou le dentiste qui m'appelle bizarrement pour me dire de prendre rendez-vous, voilà. Je tilte pas trop, je me dis: «Ben, c'est une bonne idée de faire des petits contrôles». Et en fait, tout ça n'aura que pour, but en fait, c'est une enquête va être menée sur moi, parce OK. que le gendarme qui avait bien voulu appeler le procureur et le procureur qui a donné son accord, forcément, ça a déclenché derrière, une enquête Oui. et une convocation auprès du juge, des affaires familiales que je vais rencontrer le 11 mars. Donc entre le 1er février et le 11 mars, il se passe que 1 mois et demi. On est réunis en ce qu'ils appellent en conseil de famille. OK. Donc le juge a convoqué, mon père aussi, qui n'est pas le père de Charlie, mais parce que Oui. c'est mon père et que de notre famille, de toute façon, il y a pas grand monde, donc il fallait réunir des gens. Et mes grands-parents que je connaissais peu, donc les Oui. parents de ma mère avec qui elle avait coupé les ponts. J'avais pas beaucoup de contacts, mais ils Ouais. étaient là pour, créer ce conseil de famille et Charlie, bien sûr, invité. Et donc à ce moment-là, au fond du conseil, alors, je pense que ça vaut tous les entretiens d'embauche du monde Ah, qu'on peut passer en termes de j'imagine. stress. Et en fait, c'est là que j'apprends par la juge, qu'une enquête a été menée, qu'elle est impressionnée que tout se soit très bien déroulé et de la manière voilà, qu'elle était contente que je veuille déjà recueillir Charlie, parce que déjà il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit volontaire. Donc, Et oui. tu es contente que pour lui, je me sois proposée. Donc elle était totalement de mon côté, favorable à cette décision parce que j'avais effectivement une situation. Entre-temps, dans le cadre de l'enquête, ils ont contacté mon employeur aussi, que j'étais en Oui. intérim. Et eux aussi, ils m'ont proposé, un CDD, très longue durée. Je crois que le max qu'on pouvait faire, c'était 18 mois ou 24. Et ça aussi, finalement, il y a pas de hasard. C'est parce qu'ils ont dû comprendre que pour mon dossier, ben, ça allait, jouer en ma faveur. Et donc tout s'est très bien passé. Le dossier était béton. Il manquait plus que l'accord du conseil de famille. Donc mes grands-parents, que je connaissais pas beaucoup, ont Oui. donné leur accord. Mon père, il m'a donné son accord et puis, j'ai dû répondre, après 1 heure, d'échange à la question que je me rappellerai toujours, c'est, «Êtes-vous sûre et certaine de vouloir vous engager pour les 15 prochaines années à vous occuper de votre frère?» Et je lui ai répondu, «Pas pour 15 ans, pour la vie». Comme si dans 15 ans ma mère allait revenir. Elle reviendra pas, c'est moi Bah, oui. maintenant, même quand il aura 18 ans, même 20 ans, toute la vie, C'est, incroyable comme, tu n'as que 22 ans et
Tu as une maturité, un courage et tu es tellement sûre de toi, c'est tellement clair que je comprends que même la juge ait pas pu lutter contre ça, en fait. C'était Ah, j'étais déterminée, une guerrière, ouais, tout en enfin, étant, polie, courtoise, bien sûr. bienveillante, enfin, enfin ma personnalité elle est comme ça donc je pouvais pas la changer mais voilà, je voulais pas non plus, aller là où j'avais pas le droit d'aller mais voilà, en respectant le cadre, de faire ce qu'il était possible de faire, c'est mon obsession, ouais. Du coup, grâce à ce papier que j'en ai qu'un seul, parce qu'on n'a pas de livret de famille, c'est le certificat, enfin l'attestation du juge, je sais plus comment il s'appelle, OK. l'autorisation du juge des tutelles que je puisse avoir, la garde, m'occuper de Charlie. Donc grâce à ce papier, je pouvais enfin le mettre sur ma carte vitale, débloquer des Mmh. allocations CAF auxquelles Eh mais j'avais oui, droit. J'ai pu faire une demande de logement social. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont ouais. débloquées après. Je pouvais l'inscrire à la cantine si j'en avais envie, je pouvais faire beaucoup de choses pour lui et même, juste rien que s'il était malade, voilà, je pouvais l'emmener chez le médecin. Je suis vraiment la personne qui peut l'accompagner et pas juste sa grande sœur. Donc ça a débloqué, vraiment beaucoup de choses. On a mis les choses bien en forme, comme si j'avais adopté quoi. En fait, c'est devenu Oui, mon c'est ça. enfant à charge. Maintenant que cette espèce de période extrêmement chaotique, post, décès de ta maman, ça est passé et du coup vous rentrez dans une forme de quotidien tous les 2 avec Charlie et puis, bah, il trouve une place dans ta vie, dans ton quotidien qui était celui quand même d'une jeune femme qui aimait faire la fête, qui avait un amoureux et tout ça. Comment tout ça va-t-il se mettre en place dans les premiers mois? Bah, ça va être un chamboulement, hein, pour moi, ça Ouais, l'était déjà depuis la première nuit où il est venu ouais, vivre, mais Charlie va prendre beaucoup plus de place puisque ouais, mon obsession à m'occuper de lui, ben, elle est toujours là. C'est bah, oui. qu'il faut qu'il aille à l'école, il est invité à des côtés d'anniversaire, voilà, et ce qui fait que ma routine avec Charlie s'installe très vite, ça devient tout de suite très fluide, mais ma vie de jeune fille, par contre, elle est beaucoup moins fluide, en fait, Eh hein, beh, oui. elle a carrément disparu, mes amis, mon cercle d'amis proches, ils sont là, ils ont toujours été là, ils le sont encore et quand on sera papi mamie, ils seront encore là. Mmh. Mais, à ce moment-là, pour on va dire les amis moins proches, bah, je suis beaucoup moins présente. Je ne sors plus en soirée. Je décline les invitations parce que déjà j'ai pas Mmh. l'énergie d'y aller, je suis Bah, oui. fatiguée. C'est pas ma priorité et puis avant de sortir maintenant, il faut que je trouve un baby-sitter donc c'est une autre organisation qui se met en place. On déménage pour qu'il ait une chambre et Charlie, notre duo fusionnel, ben, prend aussi plus de place, si bien que mon petit ami d'à l'époque, Ouais. me quitte. Je sentais que la relation se détériorait, mais il était resté aussi les premiers mois, d'un très fort soutien, pour moi. On OK. vivait pas ensemble, mais c'était un appui quand même. Il va sentir il y a pas sa place en fait, notre Mmh. duo, il est trop, et moi aussi, hein, je lui ai peut-être pas accordé cette place non plus. Oui. J'avais pas l'énergie mentale et Bah, oui. c'était plus ma priorité du moment. Ma priorité, Mmh. c'était Charlie, c'était même pas moi, ma propre priorité. C'était Charlie, mon énergie est dévouée à ce que lui, il aille bien et surtout que lui, il va aller bien en journée, ça va, on va arriver à avoir des journées qui se passent, bien, faire des activités, normales. Mais les nuits et le soir, c'est des pleurs incessants, Ah. c'est des crises de larmes, c'est des sanglots inconsolables parce qu'il est en deuil, il est triste. C'est terrible. Moi, je dors plus, hein. De toute façon, j'avais perdu le sommeil, depuis le 1er février. Mmh. Je le retrouverai très, très, très longtemps après. Ah. Donc c'est très, très dur. Mais à travers ces pleurs-là, il va le dire, «C'est maman qui me manque», enfin, il arrive à comprendre ce qui lui arrive? Alors c'est difficile, il va comprendre, quand il est triste, il va pouvoir exprimer sa tristesse Mmh en mh. lui disant, pas encore qu'elle lui manque, mais «Quand est-ce qu'on la reverra? Tu es sûr qu'on la Oh! reverra plus jamais?» Et ça, c'est très, très dur parce que je ne savais pas comment le consoler. Il y a même pas il y a même pas de mots, en fait, pour Mmh. consoler. C'est juste, faut accepter, l'inacceptable. Donc le soir, ça va plus être la tristesse qu'il va pouvoir exprimer et la journée, surtout quand je suis pas avec lui, par exemple à l'école, ça va être plus par la colère qu'il n'arrive pas à sortir, ça bouillonne à l'intérieur de lui. C'est très difficile, il y a une décharge. Il le décharge le soir par les pleurs, hein. Mais quand je suis avec lui, qu'on est tous les 2, par exemple, le week-end ou les mercredis, ça se passe bien. Quand il voit OK. que je vais bien, que donc voilà, qu'on fait des choses pour se distraire, parce que c'est un peu comme ça, c'est un peu la fuite, c'est de dire: «Je fais des choses, j'accomplis des tâches, j'enchaîne pour ne pas Oui. penser à ce que j'ai envie de penser, pour, faire croire aux yeux du monde que ça va, parce que j'ai pas envie qu'on nous plaigne, j'ai envie de faire bonne figure parce que, j'ai toujours été comme ça, c'est mon mode de fonctionnement de montrer que ça va, de me lever le matin avec le sourire et que même si ça va pas, je dis: «Ça va». Voilà, grosse erreur, mais en fait, Mmh. c'est ça que je veux fonctionner.
Donc les premiers mois, on va dire jusqu'à la rentrée de septembre, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Moi, je pleure aussi énormément, bah, toutes Ouais. les nuits, tout le temps. Mais comme dit, là où je me suis effacée en tant que jeune fille, je me retrouve quand même comme par défi envers ma mère, en fait, je décide pendant l'été ou à la rentrée, à peu près cette période-là, de passer mon permis moto. Simplement parce qu'en fait, ma mère avait toujours horreur de ça, parce que c'est trop dangereux, parce que ça se fait pas, parce que je suis une fille, elle veut me protéger et je me dis: «Là, en fait, je fais plus rien pour moi, j'ai plus aucun temps pour moi, mais ce temps, je vais le prendre. Je vais passer mon Mmh. permis moto et si ça lui plaît pas, et ben, elle vient m'arrêter alors. Elle a qu'à m'envoyer un signe, elle a Ah, qu'à descendre, elle a qu'à venir me dire que c'est pas bien ce que je fais. Mais ça, c'est ce que j'ai fait et je pense qu'à travers la moto, je pouvais exprimer aussi une certaine part de frustration, de colère, de la moto, ça va vite, on avance, ça démarre au quart de tour et c'est lourd, donc on doit être dans le oui. contrôle, dans la maîtrise et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Au milieu de tout ça, va surgir une nouvelle histoire, vraiment, c'est inattendu, mais c'est là où tu vas rencontrer celui qui va devenir ton futur mari, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est justement au permis moto que je rencontre, un des premiers cours, je me vautre sur le parcours, hein, dans un virage que j'ai mal, que j'ai mal engagé, et qui vient à ma rescousse, un mec à moto, 1,90 m, brun, bien sympa à regarder, qui va venir m'aider à me relever. Le cliché dans toute sa splendeur, mais voilà. Je le saurais pas encore à ce moment-là parce que je suis pas du tout prête Bah à oui. rencontrer quelqu'un parce que déjà, je viens d'être quittée par quelqu'un qui n'a pas compris cette relation avec Charlie et à qui je voulais pas l'imposer non plus, hein. Mais dans ma tête, je me dis: «C'est impossible qu'il y ait quelqu'un un jour, un mec de 22-23, je sais pas, enfin jeune, qui veuille d'une fille qui a un enfant à charge». Pour moi, j'avais fait une croix dessus, je me dis: Ouais. «C'est pas possible». Donc ce garçon qui s'appelle Tanguy, on va sympathiser et il va être un petit peu un rayon de soleil, ouais, dans ce chaos. Ce sera seulement en fin d'année, le 10 décembre 2015, qu'on se mettra ensemble. Mais, en tout cas, entre, on va dire septembre et décembre, c'était de nouveau un nouveau repère, quelqu'un à qui je pouvais me confier et c'était, ouais, une petite source de lumière dans tout ce noir qui m'entourait, pendant tous ces mois. Je l'ai jamais caché dès le début, Ouais. je lui avais dit. Après, comme dit, au début, on était juste, enfin amis, voilà, on sympathisait, mais déjà Charlie était dans l'équation et quand je voyais que ça commençait à devenir, voilà, que ça allait commencer à être sérieux, je lui ai déjà glissé, au risque de lui faire peur, mais valait mieux lui faire Bah oui. peur avant. Il devait se passer quelque chose, c'est avec Charlie et je ferai pas rencontrer quelqu'un qui n'est pas sérieux à Charlie. J'ai pas envie Mmh. d'immiscer une tierce personne dans Mmh. notre relation qu'on crée, qui est solide, mais en même temps avec cette fragilité encore, parce qu'émotionnellement très, très forte. Donc j'avais déjà mis un peu la pression à Tanguy en disant: «Beh, s'il veut, il faut prendre le package Tiffany Charlie, ça va être pour quelque chose qu'on veut, former presque une famille quoi tout de suite». Donc il y avait de l'enjeu et non, il est pas parti, non, il est pas parti le mec, il est Il s'est pas il est dérobé quand même, hein? C'était courageux aussi de sa part. je pense qu'il mesurait pas dans quoi il allait être embarqué. Mais n'empêche qu'il est resté, il a trouvé sa place, ce qui était peut-être pas simple dans votre duo. Bah, non, complètement parce que c'est vrai qu'on était tout le temps ensemble avec Charlie et surtout qu'avec Tanguy, on s'est mis ensemble le 10 décembre, mais le 11 décembre, il a déjà dormi tous les soirs à la maison. Le jour du Nouvel An, il est allé chercher toutes ses affaires et il a déménagé officiellement à la maison. C'était très rapide et Charlie, on lui a amené, de très bien. Il l'a pris comme ça, il s'est dit: «Bon OK, il a l'air cool et il joue aussi au Lego avec moi, alors ça doit être quelqu'un de bien». Mais ouais, il a pris sa place, petit à petit dans ce duo, mais je sais pas s'il la prendra vraiment un jour. On a vécu quelque chose de tellement dur, tellement lourd qu'en fait, personne ne peut comprendre. Même si là, je raconte mon histoire, même si Tanguy, il a vu de près, il a vu ce que c'était, le deuil d'un enfant, des enfants, parce qu'il faut rappeler, enfin, c'est vrai que moi aussi, j'étais Mmh. enfant, Et ouais. j'ai aussi perdu ma maman, mais quand on le vit de l'intérieur et ce lien qui est très fort entre nous, je pense qu'on peut pas s'immiscer. On peut être à Ouais. côté, on peut accompagner, on peut être spectateur, mais trouver sa place vraiment. Tanguy, il a jamais eu ni un rôle de beau-père qu'il pourrait avoir. Il est finalement un beau-frère pour Bah oui, c'est Charlie, donc ça, ouais. ça va. Comme on a tous un peu des doubles rôles à la maison, c'est pas un Oui. vrai beau-frère non plus, parce que moi je suis pas une vraie grande sœur.
Du coup, on s'est mis ensemble, fin 2015 et notre premier enfant va naître en printemps 2018. Pour moi, ça aussi, c'était un souhait clairement de moi, et assumé, en fait, quand j'ai eu Charlie. Je me suis dit: «Maintenant, là, j'ai 22 ans, ma vie de jeune fille est arrêtée. Si je veux des enfants» et je savais que j'en voulais, il faut que ça aille vite, en fait. Pour que qu'en quelque sorte, la vie de jeune fille que j'ai un peu, squeezée et ben, je puisse la rattraper plus tard et que je Ah! sois encore jeune. Et ça, j'avais dit à Tanguy, je dis: «Par contre, là, tu vois, même nous, dans notre couple, on s'est construit avec un enfant déjà, avec toutes les Ouais, galères, avec, respecter les vacances scolaires pour mais partir oui, en vacances, mais oui. avoir des trouver un baby-sitter pour se faire un resto, on avait déjà toutes les galères». Et du coup, on s'est dit: «Ben oui, en fait, on Mmh. veut un enfant, on va pas tarder, comme ça on les aura jeunes, on fera profiter jeunes». OK, donc vous allez comme ça, finalement, ben et vous reconstruire et construire la famille, sauf que je crois que cette histoire de deuil, toujours pas vraiment fait, va, malheureusement te rattraper dès ta première grossesse, c'est ça? Ouais, bah, en fait, le deuil qu'effectivement que j'avais, mis de côté, bien caché au fond du tapis, va ressurgir quand je suis enceinte de mon premier enfant, donc de Maë. Là, je me rends compte que, ben, j'ai pas de figure, maternelle à qui me raccrocher vraiment pour vivre cette, grossesse. Mes copines sont loin, mais très loin d'avoir des désirs d'enfant parce qu'à ce moment-là, moi j'ai, 24 ans. Voilà, à ce moment-là, il y a personne autour de moi qui attend un enfant. Donc je me sens encore un peu seule et là, ma mère me manque, Mmh. vraiment. J'ai besoin de quelqu'un, en fait. J'ai besoin qu'on me prenne par la main, qu'on me dise: «Ça va bien se passer». Charlie, à ce moment-là, je pense que pour lui, c'était aussi une épreuve difficile parce que bien qu'il soit content, qu'il y a un enfant qui va venir, ça fait, 7-8 ans qu'il est comme un enfant unique, finalement Eh oui, exact. et avec moi en relation privilégiée. J'amorce un travail pendant la grossesse, de Maë et je le ferai vraiment quand je serai enceinte de ma fille, 1 an et demi après, donc les enfants Oui, rapprochés. les enfants sont rapprochés, ouais. Et là, il y aura vraiment un gap où je me dis: «Là, c'est bon, je j'ai pris soin de moi, j'accepte l'inacceptable». Ça veut pas dire que j'oublie, ça veut Mmh. juste dire que j'apprends à vivre avec et donc il va se passer finalement, ben, presque 4 ans entre le moment où ma maman décède et le moment où je dis: «Là, il faut que je fasse accompagner», enfin, où je commence le travail en tous les cas. Et donc aujourd'hui, je reviens à la question du tout début, vous créez cette famille, avec, 2 parents, un grand frère tonton et vos 2 enfants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc Charlie aujourd'hui il a 15 ans si je dis pas de Ouais. bêtises, c'est ça? Bientôt 16, ouais. C'est, une famille, je pense qu'on est continuellement en train de trouver notre place en fonction des étapes de vie. C'est-à-dire Ouais, que, OK, quand les enfants grandissent, ils se rendent compte, je dis les enfants, mais c'est vraiment tous les 3. OK. Charlie avec l'adolescence, il y a beaucoup de questions qui se posent pour lui, déjà parce que la période d'adolescence est une période, ben, on le sait tous, C'est on le est tous principe. passés par là, mais voilà, en plein questionnement, en pleine recherche de réponses. Beaucoup, je ne pourrais pas lui apporter, notamment pour son côté paternel ou la filiation paternelle qu'on je sais pas, mais en tout cas de ce que je peux lui apporter, je le fais et c'est maintenant qu'il y a des questions qui viennent et Maë et Amy qui, maintenant sont plus grands, sont aussi en âge aussi de comprendre, que Charlie, en fait, ils l'appellent leur frère depuis le début, mais en fait, c'est pas un frère, c'est un tonton et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait là? Et du coup, c'est vrai que ça fait, depuis toujours, c'est pas un sujet tabou de parler de ma mère et OK. de ce qui nous est arrivé L'histoire est claire pour et tout le là, monde. elle est claire pour tout le monde, mais elle était encore floue pour, Maë et Amy. Là, maintenant, elle est claire. Ils comprennent très OK. bien que Charlie, c'est mon frère à moi, qu'il est là dans la famille parce que je l'ai recueilli et que ça changerait en fait que c'est un enfant comme les autres avec Bah les oui. mêmes règles qui s'imposent pour lui à la maison, la même éducation. Voilà, c'est pas quelqu'un à part. Mais c'est vrai que du coup, il y a quand même cette ambivalence, par moment de se dire, moi je suis une grande sœur, mais au final je j'ai plus rien d'une grande sœur, je suis une maman, Mais mes enfants ont un frère tonton, sont en même temps des neveux et des enfants. Enfin, c'est des doubles casquettes qu'on apprivoise au fur et à mesure et que quand c'est pas clair, on répète, on refait l'arbre généalogique. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'on est dans la communication, dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a pas de sujet tabou. En tout cas, j'ai pas envie qu'il y en ait de ça, pour que ce soit bien clair pour eux qu'ils ont une grand-mère, c'est leur grand-mère, ils l'ont bah pas oui. connue, mais grâce à elle, ils ont quand même des traits de personnalité, et physique et c'est quelqu'un, qui est malheureusement plus là, mais dans nos cœurs, elle y est encore. Tu penses qu'elle dirait quoi, ta maman aujourd'hui si elle pouvait voir, tout ce que vous avez accompli, bah, sans elle en fait ces 10 dernières années? Elle dirait qu'elle est fière de moi et de Mmh. Charlie. Et toi, tu te dirais quoi à Tiffany, du 1er février 2015 là,
qui se réveille de soirée et qui va voir sa vie, basculer, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lui dirais, «Ça va aller et écoute ton cœur. Il a toujours raison». Et force est de constater qu'effectivement c'est Ouais, le cas 10 ans plus tard. ça. Ouais. Waouh! Merci pour, la chialade du matin. Ouais. Désolée, hein. Non, ne le sois pas, surtout ah non, surtout pas. Non, non. Merci pour, ces pleurs et c'est tellement beau et touchant et puis c'est beau de voir comment on peut rebondir et se réinventer même, plus qu'au pied du mur quoi, que l'on peut en faire quelque chose, vraiment pour ça tu en es une très belle illustration, quoi. Donc merci pour ça, Tiffany. Je termine par mes quelques questions, tu sais, mes questions rituelles. La première, c'est de savoir si justement, dans tous ces moments, complexes que tu as traversés, est-ce qu'il y a une lecture qui t'a aidé particulièrement? Il y a un livre, il est très connu, hein, je pense que tu le connais aussi, Aveline, c'est Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Ah carrément, oui. Ouais, il m'a pas, c'était pas la lecture inspirante par rapport au deuil ou à ce que j'ai vu, mais c'était ma lecture inspirante, plus tard, hein, quand en fait, c'est arrivé à un moment donné où j'étais de nouveau dans une période un peu moins bien, parce qu'on a toujours des périodes comme ça, on est un Bien peu sûr. moins bien et où je me suis dit: En fait, la résilience, je l'ai, comme dans ce Mmh. livre C'est et en vrai. fait, ça a résonné en me disant: «Mais en fait, tout ce que j'ai fait, c'est bon. Les pentes, j'en ai déjà connu des descendantes, je les ai remontées et il y a pas de raison que ça reparte pas». Et est-ce que tu as un rituel aussi pour t'aider à aller bien, les jours où ça va bien, mais les jours aussi où ça va moins bien, comme tu dis? Je marche. Je marche tous les jours Ouais. et ça me fait du bien pour me libérer l'esprit et laisser, tout le flot de pensées aller. Sinon, il y a trop de choses dans ma tête. Donc ça, je le fais depuis des années et je pense que j'arrêterai pas parce que ça me fait du bien physiquement, mais encore plus, mentalement. Bon et Tiffany, pour conclure, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, 10 ans après, je suis heureuse et je suis aussi fière de moi. Je suis capable de le dire que je mesure le chemin que j'ai fait et que je suis contente de l'avoir fait sans aucun regret et je l'ai fait juste parce qu'en fait, j'ai écouté ma petite voix. J'ai écouté là où mon cœur me disait et il s'est jamais trompé et je continuerai dans ce sens et c'est vrai que c'est ce que je fais aussi dès que je sens pas, tu sais, cette intuition, Ouais, on dit: «Là, il y a ouais. quelque chose, il y a ça coince». J'aime bien dire quand il y a un doute, il y a pas de doute, j'y vais pas et ça me mène vers le bon chemin. Vraiment, c'est, ouais, un mantra que je me répète toujours, c'est: «Écoute ton cœur, il a Mmh. raison». Merci beaucoup Tiffany, vraiment, c'est, un magnifique parcours que tu as partagé avec nous aujourd'hui, donc merci pour ta confiance. Merci de nous l'avoir Mmh. déposé là dans ce petit écrin. Avec plaisir, merci à toi Evelyne. C'est un très beau moment de partage. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Says it all. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Your horizon. Where your mind is a space that creates the horizon. Your mind is a space that creates.